Bienvenue dans le podcast Inside Digital Revolution, le podcast du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP. Aujourd'hui, rendez-vous pour un épisode alumni. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Véronique Moreau. En tant que consultante, elle accompagne les entreprises et les indépendants dans leur démarche de marketing digital et de digital learning. Véronique propose également des formations au numérique pour mieux communiquer, collaborer et former. Nous allons échanger sur l'EdTech et sur l'impact de la transformation digitale de la formation. Nous verrons ensemble comment le numérique vient enrichir et ouvrir le champ des possibles de l'apprentissage et comment il vient chambouler les rôles d'apprenants et d'enseignants. Nous parlerons aussi du mentorat via son accompagnement des étudiants du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP dans l'élaboration de leur thèse professionnelle. Vaste chantier. Véronique nous parlera enfin de son actualité ainsi que des enjeux majeurs de la transformation digitale de la formation à l'aune d'un environnement devenu hybride. Bonjour Véronique et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs? Eh bien, bonjour Claire. D'abord, merci pour cette invitation. Alors, je suis Véronique Moreau, fondatrice du Connecting Hub et je suis aussi alumni du MBA en Digital Marketing et Business, promotion 2017-2018. Donc tu es la créatrice donc de The Connecting Hub qui accompagne des indépendants et des entreprises dans leur démarche de marketing digital et de digital learning. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste précisément et comment t'es venue l'idée de cette activité? Oui, alors effectivement, mon activité consiste à accompagner les entreprises, les indépendants ou les organismes de formation dans leur démarche de marketing digital. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sur quoi je me focalise le plus, c'est sur vraiment les parcours, la digitalisation des parcours de formation. Donc je vais tendance aujourd'hui à plus travailler avec des organismes de formation ou des formateurs indépendants. Et en fait, comment est-ce que je suis arrivée donc, à cette, nouvelle vocation, à ce nouveau métier? Eh bien, d'abord, c'est que le sujet de la formation m'intéresse depuis toujours. J'ai toujours eu à cœur de me former et aussi, d'encourager mes collaborateurs à se former et D'accord. cette idée m'est venue en particulier, vraiment très précisément, quand je travaillais dans le secteur de la cosmétique professionnelle, car le volet formation était vraiment, complètement intégré à la stratégie de développement de la marque et on avait un gros besoin de formation de nos clients. Et à cette époque, bon, bah, moi, je n'étais pas formatrice, mais je travaillais étroitement avec les équipes de formation et j'étais très curieuse de connaître les nouvelles modalités d'apprentissage et notamment les modalités d'apprentissage possibles grâce au digital. Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie, quand j'ai intégré le MBA en marketing digital, de me spécialiser dans le digital learning. D'accord, très clair. Et donc, du coup, en parallèle de cette activité, tu accompagnes aujourd'hui les étudiants du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAB dans l'élaboration de leur thèse professionnelle. Oui. Quel est ton rôle exactement dans cet accompagnement? Alors oui, effectivement, bah, Claire, hein, tu le sais, tout comme moi, la thèse professionnelle fait partie, du cursus, du parcours, dans le, MBA en marketing digital part-time. Oui, Donc la thèse professionnelle, donc c'est un travail, individuel, hein, qui doit être fourni par chaque étudiant à la fin de son année. Mais comme on le sait, individuel ne veut pas dire, faire, de façon isolée, en solitaire, hein. Et nous, ce que l'on essaie de faire, dans le cadre de ce mentorat, parce qu'en fait, j'ai un rôle de mentor dans ce cadre, hein, eh bien, on va proposer et donc ça, c'est l'équipe pédagogique du MBA qui a mis ça en place. Elle d'accord. a mis en place une équipe de mentors, hein, et donc nous sommes 3 cette année, à faire cette activité et tout au long de l'année, nous allons accompagner les étudiants, sur leur travail de thèse. Alors, bien évidemment, notre rôle à nous n'est pas d'être des spécialistes de tous les différents sujets qui vont être traités par les étudiants. Nous, en tant que mentors, ce que l'on va apporter, c'est une structure. On va les guider, on va leur apporter une méthodologie de travail et de recherche et surtout, on va leur apporter un environnement qui va être favorable et propice à l'échange entre pairs. Donc en fait, un mentor, contrairement à un professeur, ne va pas apporter de connaissances, D'accord. mais il va apporter une méthode, un soutien, une écoute et Mmh. proposer une approche, où tous les étudiants vont aussi pouvoir travailler ensemble sur leur travail, même si au final, ça reste un travail individuel. D'accord, donc c'est vraiment un rôle, je dirais, à la fois de booster, mais aussi un peu d'aiguillon, de pour ouvrir les esprits et puis pour rassurer et accompagner les étudiants.
Oui, tout à fait. Effectivement, le mot rassurer est important, parce que très souvent et en plus déjà il y a des étudiants qui font une thèse pour l la première fois ou qui ont quitté le milieu scolaire qui ont travaillé pendant 20 ans et ils décident de reprendre leurs études. Donc dans le cadre de leur reconversion, on leur demande de faire une thèse et ça peut être extrêmement intimidant. Et ce que l'on essaie de faire très rapidement dès les premières séances, c'est d'avoir des séances de déblocage. On ne veut absolument pas qu'un étudiant se sente bloqué ou ait le syndrome de la page blanche. Enfin, voilà, donc on essaie très, très vite de lever les freins et d'ailleurs à chaque séance, on travaille énormément sur les freins possibles et là encore, on utilise l'intelligence collective parce qu'au sein du groupe, il y a toujours d'autres étudiants, qui sont à même, d'apporter des solutions, donner des conseils et c'est ce que va faire le mentor, c'est soit lui-même apporter du conseil ou ou inviter les autres, étudiants à apporter leur pierre à l'édifice. D'accord, donc c'est une vraie, démarche, à la fois individuelle et collective Tout à fait, et oui. vraiment très positive, je dirais, dans un travail qui est souvent perçu comme une énorme montagne à franchir. Exactement et on le sait, hein, tous les étudiants au final ont un énorme, sentiment de satisfaction quand ils ont terminé ce travail donc C'est vrai. ça se fait parfois dans la douleur, voilà, il y a de la sueur et cetera, mais au final le plaisir d'avoir, pu produire une thèse aboutie, apporte un énorme, sentiment de satisfaction et peut être extrêmement utile dans sa carrière professionnelle. Tu es un peu finalement le coach sportif de la thèse professionnelle, quoi? Exactement, et on peut dire ça, D'accord. tout à fait. Le fait justement d'accompagner ces étudiants, mais aussi, de par, ton expérience précédente, notamment sur les formations de professionnels, quel est ton regard sur, les pratiques, d'apprentissage qui, je pense là, ont été quand même pas mal chamboulées, notamment depuis 2 ans, hein, depuis la crise sanitaire? Oui. Quelles sont les pratiques qui pour toi ont évolué et changé? Alors, c'est vrai qu'avec le premier confinement, hein, déjà, tout le monde a été un peu pris par surprise, hein, il faut Ouais. bien le dire, que ce soit les entreprises, les écoles, les universités ou les organismes de formation. Donc, toutes ces organisations ont dû, très souvent d'ailleurs dans l'urgence, hein, trouver des solutions pour garder le contact, bah, soit avec leurs collaborateurs, hein, donc uniquement pour continuer à travailler ou pour continuer à enseigner. Et avec les moyens du bord, ils ont essayé d'adapter au mieux ce qu'ils avaient, hein. Donc ça a été souvent, la première situation. Donc elles ont pris, les outils qu'elles avaient, elles ont réorganisé leur contenu. Donc là, je parle notamment les écoles, les universités, organismes de formation. Ils ont pris l'existant et ils ont dans la mesure du possible, adapté à des environnements plus distanciels. Donc elles ont adopté des outils, voilà et elles ont fait, formateurs comme étudiants ont appris en faisant. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près 2 ans de recul par rapport à Oui. cette, situation d'urgence et là où c'est vraiment, intéressant, c'est déjà de tirer les premiers bilans, de dire: «Bah, voilà, nous dans ce qu'on a pu tester, expérimenter, qu'est-ce qui fonctionne pour nous? Quels sont, les modes de travail ou d'apprentissage qu'on va vouloir pérenniser?» Et aujourd'hui, maintenant qu'on est sorti de cette situation d'urgence, qu'on a testé, expérimenté, qu'on a pu mesurer l'impact positif et négatif que cela pouvait avoir, aussi bien sur les formateurs que sur les apprenants, beh, qu'est-ce qu'on a envie de pérenniser et quelles sont les modalités, d'apprentissage qu'on a envie d'adopter, sur le long terme? Alors aujourd'hui, concrètement, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est qu'une entreprise agile ou une école agile va chercher à trouver le meilleur mix, entre les modalités présentielles, donc le cours en classe, le distanciel qui a une vraie valeur aussi, hein, Mmh. notamment quand on forme des personnes qui sont en alternance, bah, pouvoir le faire de leur lieu de travail, ça peut être très utile aussi et aussi d'avoir des plateformes digitales qui vont permettre aussi aux apprenants d'apprendre, quand ils le souhaitent et selon leurs besoins. Donc déjà, ça va être ça, c'est de dire: «Quel est le bon mix par rapport à ma cible, mes apprenants ou mes collaborateurs?» Donc ça, c'est la première chose, c'est de trouver le bon équilibre. La deuxième chose, c'est de dire: «Attention, pour être agile et de faire en sorte que tout le monde maîtrise bien les outils numériques», parce que ça passe par là, il faut qu'on prenne le temps de former nos formateurs, Oui. mais aussi de former, bah, nos apprenants à ces différents outils. Parce que même si on a tous, maintenant, un usage, assez simple de notre smartphone, ça ne veut pas dire qu'on est forcément à l'aise avec les outils numériques. Il faut accepter, que quand on fait par exemple une classe distancielle pour la première fois,
Eh bien, on va prendre le temps de découvrir l'interface ensemble. On va prendre le temps d'apprendre à utiliser l'outil intelligemment et à trouver le bon mode de fonctionnement. Donc, il ne faut pas sous-estimer ni négliger ce temps d'apprentissage pour être à l'aise avec le nouvel outil que l'on va utiliser. Oui, donc ces supports font évoluer un peu, je dirais, la partie pédagogique, Oui, technique, tout à fait, exactement. Et là, le dernier point aussi, c'est de dire, et ça c'est une posture un petit peu différente aussi pour le formateur, c'est de dire, en tant que formateur, j'accepte de lâcher prise, j'accepte que mes apprenants vont faire toute une partie de leur apprentissage seuls. d'accord. D'accord? Et le digital le permet. Le digital permet de donner accès à du contenu, à des exercices, des activités, qu'il va pouvoir faire, à son rythme et selon ses besoins. Et là, quelque part, le formateur devient facilitateur et il n'est plus aujourd'hui la seule personne à fournir du contenu ou, être le vecteur d'apprentissage. Donc en fait, ces nouvelles modalités vont permettre de réinventer aussi d'une certaine façon, le métier de formateur, mais aussi en tant qu'apprenant, c'est de prendre une nouvelle posture en disant bah, moi, je n'attends pas qu'on m'amène tout sur un plateau. J'ai aussi aujourd'hui des outils à ma disposition pour aller chercher la matière qui m'intéresse, pour aller renforcer mes compétences dans tel ou tel domaine. Donc, ça offre énormément de liberté, aussi bien aux formateurs et entreprises qu'aux apprenants, aux collaborateurs. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Oui, c'est fou, ça change fondamentalement, finalement, le rôle du formateur, mais fondamentalement aussi la façon d'apprendre pour le Absolument. former, qui n'est plus à se, entre guillemets, «poser devant un formateur ou un professeur» et de juste, ouvrir les vannes, des oreilles et du cerveau pour, engranger, tout le savoir. Voilà, exactement. Et là encore, pour l'apprenant, hein, c'est une nouvelle posture. Donc, pour certaines personnes, ça va être très naturel et même ce sera très bien accueilli. Pour d'autres personnes, ce sera beaucoup plus difficile parce que le système scolaire encore aujourd'hui a tendance à nous laisser assez passifs. Donc, avoir une démarche active dans son apprentissage, eh bien là encore, ça demande aussi de l'effort et du temps. Mais je pense qu'on va de plus en plus vers ce mouvement, en fait. C'est quand même un mouvement de fond, qui se dessine et qui est justement possible grâce au digital, hein et la démocratisation des contenus de formation. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'apprentissage peut finalement ne passer que par des outils et des plateformes digitales? Alors non, je serais Peut pas se du passer de l'humain? ouais, non, alors je serais pas aussi affirmatif que ça. On sait, hein, ça c'est une évidence qu'il y a de nombreux apprentissages qui passent encore, par le présentiel parce que, bah, l'humain est essentiel, hein, dans l'apprentissage. Nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin de la relation aux autres pour apprendre. Donc je pense que, imaginer, un apprentissage purement digital, ça me paraît assez peu réaliste. Et d'ailleurs, on a constaté à la limite du digital pendant le confinement, où même si on avait accès à tous ces outils, on en a quand même un peu souffert, hein, de ce manque de relation. Donc je pense qu'aujourd'hui, on revient à un équilibre. On ne sera pas dans du tout digital, mais on ne sera pas non plus, dans du tout présentiel à 100 synchrone. Ce qu'on va essayer justement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de trouver le bon équilibre. Et donc c'est d'essayer de voir ce qu'il y a de bon dans une plateforme digitale qui permet un accès asynchrone, pour les apprenants. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le présentiel et comment on peut le réinventer pour qu'il soit le plus utile pour l'apprenant? Donc peut-être faire moins de formations descendantes pendant les cours en présentiel, mais être plutôt dans, des ateliers, du travail collaboratif, où là vraiment on va utiliser le lien social au maximum. Donc c'est là où ça va être intéressant de voir ce que l'on fait pendant les classes et aussi le distanciel, peut-être des formations plus courtes, où là encore on va faire des travaux en sous-groupe. C'est très facile aujourd'hui avec les outils distanciels. Donc voilà, là encore c'est ce mix qu'on va y chercher entre, de l'autonomie, mais aussi de la relation humaine avec son formateur ou d'autres apprenants. D'accord, donc c'est vraiment un levier d'enrichissement de la formation, mais pas une Oui. fin en soi, quoi. Voilà, et il faut être effectivement, très sensible au fait, et ça on l'a vu notamment pendant la pandémie, en delà de l'environnement anxiogène dans lequel on était, c'est que le digital a ses limites. Il provoque l'épuisement facilement, il provoque le découragement. On a quand même malgré tout une perte de liens sociaux et ça peut aller jusqu'au surmenage. Il faut être extrêmement vigilant et je pense que la plupart des universités ou écoles, organismes de formation vous diraient que
pour beaucoup d'apprenants, le pas, hein, vers le distanciel ou le digital n'a pas été simple. Donc il faut être sensible à ces éléments-là, donc justement à ces facteurs humains et c'est comme cela qu'on va réussir, qu'on soit une entreprise, un organisme de formation ou un formateur, à trouver la bonne modalité en fonction aussi de sa cible, hein. Il y a des apprenants plus matures que d'autres, plus à l'aise avec les outils que d'autres, donc Mmh. on va regarder tout cela pour offrir le meilleur environnement possible. D'accord, bah, c'est très clair, super. Tu as quand même un parcours professionnel, parce qu'on a bien sûr parlé de Connecting Hub, mais avant ça, un parcours très riche, de consultante dans le secteur de la com, mais aussi de directrice générale dans les cosmétiques. Tu as eu, plein de vies, je dirais, avant, te ton expertise actuelle. Qu'est-ce qui t'a, poussé, en 2017 à pousser la porte, du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP? Eh bien, alors, comme je le disais tout à l'heure, je crois que j'ai une soif d'apprendre et de me former et qui m'a toujours poursuivie, tout depuis le début, hein, de ma carrière et alors j'ai eu vraiment beaucoup de chance, hein, dans ma carrière. J'ai effectivement travaillé dans des univers très différents, en France comme à l'étranger. J'ai, travaillé dans des secteurs d'activité qui n'avaient rien à voir, de la papeterie industrielle à la cosmétique, donc je suis passée vraiment vers des secteurs qui n'avaient rien à voir. Mais, malgré tout, même si j'étais toujours en mouvement, toujours en train de me poser des questions et cetera, je me suis quand même sentie, à un moment donné, un peu coupée justement de ce monde du digital. D'accord, J'étais pas sûre de bien le comprendre et je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que je, me remette à niveau, que j'essaie de comprendre comment aujourd'hui on communique, qu'est-ce qui a changé, comment est-ce qu'aujourd'hui on collabore, avec, donc en interne ou en externe avec ses clients, comment est-ce qu'aujourd'hui on se forme et j'avais vraiment envie, une vraie curiosité par rapport justement à toutes ces nouvelles modalités digitales et quand j'en ai eu l'occasion, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, là, en 2017, j'ai identifié le MBA en digital marketing et business comme une très bonne piste pour moi» et ça a été vraiment, je vais dire un révélateur. J'ai pris conscience de toutes mes lacunes. J'ai pris conscience de tout l'univers, de tout l'écosystème digital et de toutes ses facettes et Dieu sait s'il y en a énormément. Et c'est pour ça que très rapidement, je me suis, je vais dire orientée, spécialisée sur le digital learning parce que je me suis aperçue qu'il y avait tellement de domaines d'expertise qu'on ne pouvait pas tout maîtriser. Mais ce que le MBA m'a apporté, c'est vraiment une vision globale, une vue un peu à 360 degrés et maintenant j'ai un peu le panorama, la vision de tout ce qui est possible. Ça a beaucoup plus de sens aujourd'hui. Donc vraiment pour moi, c'était ça, c'était de me poser et me dire: «Ben voilà, je reprends tout à zéro en ce qui concerne la digital. De quoi ai-je besoin et vers quoi j'ai envie d'aller maintenant?» et vraiment ça a été pour moi une vraie révélation, je dois dire. ah non, mais c'est faire preuve d'humilité et aussi d'envie d'apprendre et de se remettre en question qu'après un tel parcours, de repartir, je dirais, sur les bancs de l'école et pour un tel sujet qui peut faire, un peu peur au départ ou en tout cas, qui peut paraître un peu, bon, technique, on va dire. Oui, alors ce qui est rassurant, hein, c'est que, malgré ce que l'on peut penser, il y a des neuromythes et de dire qu'on n'apprend que quand on est jeune. En fait, c'est pas vrai. On peut apprendre tout au long de sa vie et d'ailleurs, dans le secteur digital, on sait qu'on doit apprendre en permanence. On ne doit jamais rien lâcher parce que ça va très, très, très vite. Donc c'est une des choses aussi que le MBA m'a appris, c'est que, j'aimais apprendre avant et là, j'aime encore plus apprendre aujourd'hui parce que je sais qu'aussi c'est une nécessité. On ne peut pas aujourd'hui se satisfaire d'une connaissance qu'on a acquise il y a, ne serait-ce que 5 ans. On devient très vite obsolète, et donc ça a été une des grandes leçons aussi du MBA de me dire: «Bah, voilà, maintenant je suis une apprenante à vie». D'accord, ça y est, tu es une droguée de l'apprentissage, Complètement, bon. complètement, oui, Ça tout va, à c'est fait, c'est plutôt une bonne drogue. Comme tu accompagnes des étudiants dans l'élaboration de leur thèse, je pense que tu as écrit toi-même une thèse, oui. et quel en était le sujet? Alors le sujet, bah, je l'ai, tout de suite, bon très rapidement, hein, dès le début de mon MBA, je savais que je voulais le faire, autour de la EdTech, hein, donc les nouvelles technologies, de la formation et donc mon sujet de thèse, ça a été, de réfléchir aux apports, des nouvelles technologies dans l'expérience apprenante, et donc d'interviewer aussi bien les acteurs de la EdTech, d'aller voir aussi des universités pour comprendre comment aujourd'hui on pouvait proposer de nouvelles modalités d'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Alors depuis, je m'intéresse notamment au monde de l'entreprise, mais pour la thèse, je l'avais fait sur, les nouvelles modalités d'apprentissage pour, dynamiser l'expérience apprenante l'enseignement supérieur. D'accord, et à cette époque, tu avais déjà eu un mentor ou tu avais, cheminé, seule, et tu avais, essuyé les plâtres du départ?
Je découvrais, hein, le secteur, donc c'est vrai que alors déjà, je me suis empressée d'aller interviewer, Vincent Montet et Arnaud Chatel, bien évidemment pour avoir leur point de vue, mais aussi je suis allée voir j'ai fait énormément d'entretiens avec des professionnels. J'ai fait tous les salons professionnels, possibles, imaginables. Je suis allée sur les salons étudiants, enfin vraiment j'ai pris le sujet à bras-le-corps et j'étais absolument, fascinée par la richesse de l'univers de l'high tech. Vraiment, il y a énormément de enfin vraiment, c'est un univers bouillonnant, des gens passionnés, aussi bien au niveau universitaire que dans l'high-tech, les startups. Donc vraiment, je me suis, complètement immergée dans cet univers et je n'en suis pas sortie. Voilà, tout simplement. Si tu rencontrais aujourd'hui, un jeune ou une jeune diplômée, qui souhaiterait se lancer, professionnellement comme toi dans l'EdTech ou le Mmh. digital learning, quels, conseils tu lui donnerais? Alors déjà, on peut dire merci la pandémie, hein, d'une certaine façon, même si, c'est un scénario qui n'est pas très agréable. Mais en l'occurrence, la pandémie a vraiment, fait exploser, l'high-tech, clairement. Elle a ouvert de nouveaux horizons. Ça a vraiment été un vrai coup de projecteur et d'accélérateur sur les nouvelles modalités d'apprentissage, notamment distanciel ou digital. Donc aujourd'hui, concrètement, il y a une très, très forte demande, hein, au sein des entreprises, au sein des Mmh. écoles, au sein des organismes de formation, pour des fonctions de concepteur pédagogique, de chef de projet en digital learning et parce que ça demande à la fois des compétences en ingénierie pédagogique, mais aussi, d'avoir une appétence pour le digital. Donc si ce secteur vous intéresse, que vraiment vous avez un intérêt pour l'apprentissage, la formation, mais vraiment il faut y aller, il faut foncer, il y a vraiment beaucoup de travail à faire et les demandes sont très, très fortes auprès des entreprises. D'accord, bon, c'est plutôt, une bonne chose et ça donne, envie en tout cas de s'y intéresser. Ah oui, oui, franchement, il y a vraiment de belles cartes à jouer si vous êtes passionné par le sujet. Pour finir, cet entretien, quel est, selon toi, soit le sujet du moment sur le digital learning ou l'actualité, je dirais, 2022, que ce soit pour toi ou pour The Connecting Hub? Alors, bah, mon actualité, c'est de continuer à accompagner les entreprises et les organismes de formation, hein, sur la digitalisation de leur parcours de formation. Donc là, je suis en plein dedans. J'ai pas mal de missions, sur le sujet. Donc c'est vraiment un univers, là encore, qui où il y a énormément de possibilités. D'accord. Très souvent, quand on parle digitalisation, ça fait un petit peu peur. On se dit: «Oh là là, j'ai pas les compétences ou j'ai pas les moyens» et là, c'est vraiment intéressant de voir qu'on a à tout moment la possibilité de mettre le curseur là où on le veut. Là encore, en choisissant le bon mix en fonction des matières que l'on enseigne, de son équipe de formateurs et de ses apprenants, eh bien, il y a plein de possibilités et on peut vraiment les adapter à son environnement. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est de dire, bah, dédramatisons, ce que veut dire la digitalisation, et après, bah, on y va étape par étape, hein. On fait, on apprend, on fait de l'itération permanente, on évolue et cetera. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, mon actualité, travailler là-dessus. En ce qui concerne les grosses tendances dans la tech ou voilà, bon ça je vais rien inventer, beaucoup d'acteurs en parlent, c'est de dire qu'aujourd'hui, et ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, on remet un maximum d'humain dans le digital learning. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire de moins en moins du tout digital. Il va toujours y avoir une brique humaine et c'est pour ça qu'on parle beaucoup, alors là je vais utiliser un anglicisme et peut-être un jargon, le blended learning, qui est l'apprentissage mixte, où on va Mmh. justement essayer de trouver quelles vont être les bonnes modalités entre du tutorat humain, une plateforme digitale, des classes virtuelles de temps en temps. Donc comment on va pouvoir organiser tout cela pour que tout le monde y trouve son compte et que surtout les apprenants restent motivés, restent engagés voilà, et qu'ils apprennent et qu'ils évoluent. Donc je dirais que la grosse tendance c'est ça, c'est d'associer l'humain et le digital. Oui, c'est un vaste chantier, hein. C'est un vaste chantier et ça demande là encore, hein, comme je le disais tout à l'heure, bah, une nouvelle posture pour la formateur, une nouvelle posture pour l'apprenant. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, concrètement, toute personne qui s'intéresse à un sujet, qui a envie d'évoluer dans ses pratiques, il va pouvoir trouver une multitude de contenus, sur internet, même sur YouTube tout simplement. Oui. Il va trouver plein d'écoles qui vont pouvoir lui proposer des formules assez agiles qu'il va pouvoir faire en même temps que son travail. Donc, dans le cas de la formation continue, aujourd'hui, je dirais, on n'a plus d'excuses, C'est vrai. mais on peut vraiment aujourd'hui tout apprendre à son rythme. Il y a plein aussi de cours qui sont très, très accessibles en ligne, qui peuvent être aussi la première étape, on va dire, de vulgarisation. On commence un petit peu à s'approprier le sujet et après, on va aller trouver des organismes avec lesquels travailler pour se spécialiser. Donc moi, je dirais que c'est ça la grosse tendance, c'est on met de l'humain dans le digital et aujourd'hui, on donne concrètement accès à n'importe qui de se former tout au long de sa vie pour des coûts tout à fait raisonnables.
Donc vraiment, ça ouvre un champ, illimité, bah, je dirais pour tous, hein. Et donc on peut tous aujourd'hui monter en compétences. On peut tous aujourd'hui, trouver, un organisme, ou une plateforme qui va nous convenir pour apprendre. C'est vrai. Et ça, c'est fabuleux. Ah oui, non, c'est clair et surtout qu'on a une multiplicité, comme tu disais, voilà, YouTube ou, des blogs, des podcasts, des contenus, Instagram ou TikTok ou autres qui font que c'est la première approche, vers la connaissance et qui permettent ensuite, après, peut-être, de se structurer un peu plus via des organismes de formation et des formations soit distancielles ou, un peu, hybrides avec du présentiel et des accompagnants, que ce soit des professeurs ou des mentors comme toi. Tout à fait et moi, ce que je trouve absolument fabuleux, parce que je suis, un certain nombre de comptes, de professionnels justement sur Instagram ou TikTok, c'est de voir à quel point ils aiment transmettre aussi la générosité et le temps qu'ils consacrent à mettre du contenu pédagogique. Donc, aujourd'hui, qu'on soit, paysagiste ou électricien ou plombier, on voit aujourd'hui des passionnés de leur métier qui transmettent avec énormément de générosité et donc, quiconque s'intéresse à ces matières-là peuvent aussi apprendre par des professionnels aguerris, qui justement font preuve d'énormément de pédagogie, de générosité à transmettre leur savoir. Donc voilà, aujourd'hui, c'est accessible à tous et c'est formidable, de voir l'évolution et ce qu'a permis le digital justement pour démocratiser l'accès, aux connaissances. C'est un vecteur d'accélération finalement, voilà, de l'accès à la connaissance et Oui. de l'échange et de la formation et de la transmission qui finalement sont l'essence même et du digital et de la formation de manière générale. Exactement et moi je suis absolument fascinée de découvrir tous les jours j'apprends, je découvre des nouveaux comptes, des nouveaux, sites et je voilà, je c'est un émerveillement perpétuel. Alors c'est fatigant, hein, par contre, hein, d'apprendre en permanence, donc faut savoir aussi se des fois se reposer et cetera, mais c'est quand même je trouve que dès qu'on tombe dedans, ben, on attrape le bug de l'apprentissage et on a envie d'apprendre toujours plus et d'aller toujours plus loin. Et ça ne nous lâche plus, Ben par la oui, suite. exactement, exactement. Eh ben, écoute, un grand merci à toi, Véronique, pour cet entretien, pour nous avoir fait découvrir, l'EdTech et le digital learning. Je te souhaite une très bonne, continuation et puis un bel avenir pour, The Connecting Hub. Merci beaucoup Claire. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Inside Digital Revolution. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en nous mettant plein d'étoiles.